Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Bien, bonjour à toutes et tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et David, je suis ravi de partager la prochaine demi-heure avec toi sur ce sujet si intéressant. David, tu es directeur délégué chez HelloWork en charge du M&A, de la communication et du développement international. Et tu es aussi membre de notre board, le board au pool à la French Tech Rennes Saint-Malo. Donc, je suis Mathieu Delalande, je suis le responsable du pôle Performance Entrepreneur, qui est le pôle d'accompagnement des entreprises. Donc start-up, scale-up, entreprises innovantes. Et on accompagne à peu près environ 200 entreprises par an. Et on compte à peu près 450 membres dans la communauté. David, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors bonjour à tous, merci Mathieu. Donc David Beaurepaire, en charge donc, des sujets M&A, communication et développement international chez HelloWork. Moi très rapidement, j'ai un parcours où j'ai fait mon stage de fin d'études chez à une époque une société qui s'appelait WestJob dans un appartement où il y avait 3 personnes. J'en suis parti pour travailler dans une agence de publicité à Paris. Je suis revenu chez cette société qui était devenue Région Job pendant 2 ans. Je suis reparti, créé une entreprise, revendu et revenu à nouveau, donc double boomerang en 2010 pour lancer les nouveaux projets dans une société qui est devenue HelloWork maintenant et qui réunit un petit peu plus de 500 collaborateurs entre Rennes, où nous sommes environ un peu plus de 300, 150 sur Paris, et puis également un pôle data science d'une 50aine de personnes à Bordeaux. Et donc le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est l'humain dans une stratégie de croissance externe. C'est aussi un sujet qu'on partage tous les deux au sein du plan d'action justement du pool, la French Tech Saint-Malo. Tout simplement parce qu'on a fait le constat que les scale-up ou PME innovantes arrivaient aussi à un niveau de maturité qui leur permettait d'envisager aujourd'hui ce modèle de développement. Et accessoirement aussi, nous, ce qu'on recherche, c'est de faire en sorte que ces PME innovantes puissent passer au stade de TI. Et on sait que ce n'est pas si facile que ça. Donc, on va dire notre rôle au pool à French Tech Rennes Saint-Malo, et grâce aussi à l'aide de personnes comme David, c'est d'évangéliser, d'acculturer grâce à des retours d'expérience ou des échanges entre pairs. C'est hyper important pour nous. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. David, est-ce que tu peux déjà nous expliquer de quoi on parle lorsqu'on parle de rachat et pourquoi avez-vous choisi ce modèle de développement au sein d'HelloWork ? Alors, on a initié le sujet en 2018 sur la base de nos fonds propres. Donc, on est sur un modèle économique basé sur de la croissance rentable. Et en gros, en 2018, on faisait le constat que cette croissance organique, alors on n'a pas du tout mis de côté la croissance organique, mais il y a des sujets qu'on n'arrivait pas à adresser sans passer par la phase rachat. En tout cas, on mettait trop de temps à le délivrer. Donc, c'est poser la question de ces sujets d'investissement, de s'organiser en interne sur ces sujets d'investissement. Donc comment on structurait un peu la direction pour bien adresser le sujet. Et donc voilà, donc on s'est lancé. Donc 2018, on annonce qu'on met sur la table 30 millions d'euros pour mener à bien des investissements. On s'était donné une échéance qui était de 4 ans. Bon, il s'avère que 2020 a mis entre parenthèses le sujet de l'investissement. On avait 2-3 sujets à gérer, un petit peu comme tout le monde. Et on a fait une première opération en septembre 2018 avec le rachat de la société Jobijoba. Donc c'était une 30aine de personnes à Bordeaux. Là, typiquement, on est sur un sujet sur est-ce qu'on le fait en interne ? Est-ce que ça nous coûtera plus cher, moins cher ? Combien de temps on fera pour délivrer ce sujet-là ? Ou est-ce qu'on privilégie le rachat ? Et donc on est toujours entre ces deux sujets.
Et à l'époque, nous avions procédé qu'à des petits rachats je dirais de soft, mais on était sur des petites structures. Et là, c'était la première fois qu'on sautait le pas sur une trentaine de personnes. Et ensuite, on a procédé à 4 rachats. Donc, un second en 2019 avec une société qui s'appelle Diploméo, qui met en relation des étudiants et des lycéens avec des écoles. En 2021, c'était la société C-Cube qui organise des événements digitaux de recrutement. Et puis en 2022, la société Basile qui, elle, fait de la cooptation, enfin en tout cas équipe les entreprises avec un outil qui permet de mesurer l'efficacité de la cooptation. Et on a appris à chacune de ces étapes-là. Et par rapport à ces sociétés justement rachetées et entre guillemets les futures, est-ce que tu peux nous dire quels sont les critères de ciblage, les KPI, ce que vous regardez, enfin, qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui, quel est dans le scope de recherche aujourd'hui? Alors, de notre côté, on s'intéresse, je dirais presque toujours, à des sociétés qui sont déjà rentables et surtout des sociétés qui sont déjà structurées. C'est-à-dire qu'en fait, on mise pas tout sur le fondateur ou les fondateurs, puisqu'il y a toujours le risque évidemment que le ou les fondateurs s'en aillent plus ou moins rapidement, mais qu'il y ait en dessous un management qui soit déjà structuré et qui puisse prendre le relais si le ou les fondateurs ou la fondatrice s'en va. Donc ça, c'est les premiers éléments, ce qui nous oblige à nous intéresser à des sociétés qui font déjà en général plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à minima, pour avoir quelque chose qui soit déjà un tant soit peu structuré en termes d'équipe. Et puis ensuite, il y a des sujets, je dirais, de traction, de complémentarité avec ce que l'on fait. Petite parenthèse, pour l'instant, nous ne sommes présents que sur le territoire français, donc on n'a pas procédé à des rachats à l'étranger. Je fais une petite digression d'ailleurs à ce sujet. On a eu l'occasion d'étudier des dossiers de sociétés qui étaient basées en Europe, en Europe occidentale. Et il s'avère qu'on manque de feedback, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'équipe sur place et en gros, on n'avait aucun regard critique sur les chiffres qui nous étaient présentés. Donc on n'arrive pas à sauter le pas vis-à-vis de... Voilà, ça c'est des prises de risques financières quand même et ne pas avoir d'insight marché nous empêche finalement de sauter ce pas-là. Là où sur le marché français, on a une bonne maîtrise, on a assez bonne maîtrise en tout cas, de certaines KPI et puis des retours, que ce soit clients ou utilisateurs, qui nous permettent de mieux sentir les choses. Fin de la parenthèse. Et qu'est-ce que je disais? La question était sur le comment on procède, en tout cas sur les KPI. Il y a tout le volant vraiment KPI, et où là on va l'analyser. Alors on passe sur les sujets financiers et tous les process, mais il y a un autre élément qui est très important, c'est la partie fit culturelle, en tout cas dans un premier temps avec les dirigeants. C'est-à-dire on va être amené à passer pas mal de temps ensemble, post-acquisition, durant l'acquisition et post-acquisition. Et le parti pris, c'est que autant que ça fitte plutôt pas mal entre nous, plutôt que nous y allions à reculons et probablement la personne ou les personnes en face. Donc on s'attache vachement à cette affinité-là, qui est assez difficile à mesurer, qui est difficilement capéisable, mais en tout cas là on mise vraiment sur quelque chose qui est assez instinctif et sur cette proximité qu'on peut avoir en tout cas sur certaines valeurs et une culture d'entreprise. C'est pour ça que justement on rentre là dans le cœur du sujet. Je t'ai naturellement posé la question du ciblage et des KPI, et effectivement on parle là de ce facteur humain. Tu parlais tout à l'heure du middle management, l'important d'avoir le middle management, la confiance que tu vas pouvoir créer potentiellement aussi avec les dirigeants. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin justement sur cette partie facteur humain, finalement avant l'opération jusqu'à cette opération? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ce sont des opérations qui génèrent beaucoup d'interrogations du côté des dirigeants naturellement, parce qu'ils vont être amenés à lâcher leur bébé, en tout cas en lâcher en partie. De notre côté, pour l'instant, les acquisitions auxquelles nous avons procédé se sont toujours terminées par une fusion de la société, donc une absorption complète de la société. Et on mène des opérations à visée majoritaire. Donc il y a ces sentiments de perdre un peu son bébé, et donc il y a beaucoup d'interrogations du côté des dirigeants. Parfois certains ont une volonté assez claire, qui est de dire en gros derrière, voilà, ça fait 6, 7 ans, 8 ans que je travaille sur ce sujet, j'ai fait le tour, je veux céder, et puis dans 6 mois je veux faire autre chose. Bon là ça a l'avantage d'être très carré. D'autres s'inscrivent plus dans le temps, parfois s'inscrivent dans le temps, mais il s'avère que la réalité en fait ils ne s'inscrivent pas dans le temps. Donc cette grille de lecture là est pas toujours simple à avoir. Et puis ensuite effectivement sur le management intermédiaire, là ça crée encore plus d'interrogations, puisqu'évidemment on a assez peu l'occasion d'échanger avec eux avant le rachat, et donc en gros s'intéresse sur comment HelloWork est organisé et comment ils vont pouvoir poursuivre leur mission, étendre leur champ d'action éventuellement post-rachat, et quelles perspectives on peut créer.
Et là, c'est des choses sur lesquelles on ne peut, nous, les rassurer que par les opérations que nous avons déjà menées. Il est difficile de décrire le cheminement à 3 ans ou à 4 ans et l'évolution de tout le monde au sein du groupe HelloWork qui lui-même bouge beaucoup et évolue fortement. Donc on est sur des éléments qui sont là très institut personae et qui se créent par les échanges qu'on peut avoir avec les équipes. Et justement, par rapport à ça, comment je sais pas, par rapport à ton expérience et l'expérience des 4 derniers achats, comment tu arrives à sentir ce côté fit culturel? Est-ce que tu te dis, bah tiens, la culture, là, ça peut matcher avec HelloWork, parce que c'est des éléments assez intangibles finalement. Donc, comment tu fais à ce moment-là, ou comment tu as pu procéder là-dessus? On a essayé de le définir de notre côté sur la capacité, sur le fait d'aimer être, par exemple, aimer être un challenger, c'est-à-dire qu'en fait, aller aimer le challenge et aller chercher ce qu'il y a au-dessus. On est, alors c'est un peu galvaudé, mais le côté work hard, play hard est assez vrai du côté de HelloWork. Et puis ensuite, derrière, on y passe surtout beaucoup de temps. Donc on s'est organisé tout à l'heure au niveau de la direction. Il y a Jérôme qui est le cofondateur de HelloWork, avec qui je travaille sur ces sujets de M&A, qui est sorti totalement des sujets opérationnels pour se concentrer notamment sur ce sujet-là. Et François, qui lui est le DG et qui se charge vraiment du run sur nos activités historiques. Et ce qui nous permet de passer du temps, justement. Alors, et en tout cas d'en passer pas mal, et notamment avec les dirigeants ou avec le management pré-acquisition, mais surtout post-acquisition, parce que le gros sujet, il est sur le post-acquisition et sur les 100 premiers jours, en tout cas sur cette période charnière, pour rassurer tout le monde, mettre tout le monde en mouvement et ne pas perdre trop de temps, là où il y a un risque finalement que les choses glissent et que la fusion finalement ne fonctionne pas. Et justement, on parlait de ça tout à l'heure, et l'expérience des 4 achats. On parlait de fit culturel aussi, mais là, entre guillemets, on reste en France. On parlait d'international tout à l'heure, donc à quoi faut-il s'attendre finalement par rapport à ça, sur ce côté fit culturel qui peut être encore plus différent au niveau Europe, par exemple? Alors sur l'international, pour l'instant, on l'a pas fait, donc justement on n'a pas sauté le pas. Sur ce développement international, on va procéder. Là, on est en train de structurer une équipe de développement international qui va le faire depuis la France. Dans un second temps, on implantera des équipes dans quelques pays, et ensuite derrière, on verra un petit peu comment ça peut fonctionner. Mais ce fit culturel, il est, je dirais, et sur les 4 rachats, tout s'est pas forcément très très bien passé. C'est-à-dire qu'en fait, tout n'a pas été un pavé, en tout cas un chemin pavé de rose. Il y a eu des sujets qui sont pas très très bien passés, des personnes qui se sont senties pas suffisamment valorisées et qui ont décidé de partir. Donc voilà, on apprend aussi de ces différentes expériences. Là, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 500 collaborateurs, la croissance externe représente une centaine de personnes. Donc il a fallu réunir. Un des sujets essentiels, ça a été de les réunir physiquement. Elles étaient, mis à part Joby Joba à Bordeaux, mais autrement les autres sociétés étaient à Paris. Et très rapidement, en fait, on les a mis ensemble dans un seul et même espace. Un mouvement important pour eux était qu'ils étaient pour la plupart rive droite, et en fait on les a réunis à Montparnasse, donc il a fallu qu'ils passent rive gauche, ce qui était à Paris, ce qui était un très gros sujet. Mais bref, on a pris de chouettes bureaux à Paris, à côté de Montparnasse, et de façon à ce qu'ils puissent se rencontrer pour créer ces synergies qui sont très informelles, et puis surtout que toutes nos équipes rennaises qui vont très régulièrement à Paris puissent aussi les rencontrer de façon très spontanée et informelle lorsqu'ils se rendaient dans nos bureaux parisiens. Et c'est vrai que justement, comme on le disait quand on a préparé l'échange, c'est finalement les retours d'expérience qui apportent le plus on va dire amènent le plus d'expérience finalement dans ce cadre d'opération. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui marche pas. Donc tu en as parlé tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'on puisse creuser un peu le sujet. Est-ce que justement, liant facteur humain, tu as parlé justement de rassembler, on va dire, les salariés au même endroit, parce que ça, c'est quelque chose que vous souhaitiez. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces rachats, ce qui n'a pas fonctionné, aussi le lien humain? Est-ce que tu as d'autres exemples, des choses à communiquer justement aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ce qui n'a pas marché du tout, et ce que tu ferais différemment finalement aujourd'hui sur certaines actions? Ce qui a peut-être parfois pas fonctionné, c'est des personnes à qui on souhaitait confier plus de responsabilités et qui s'avère que lorsqu'elles étaient au sein de la structure rachetée, étaient
avait beaucoup d'impact et était très très bon dans ce qu'il délivrait. Et lorsqu'on leur a donné de nouvelles responsabilités élargies avec des équipes qu'elles n'avaient pas forcément recrutées, c'était plus compliqué et finalement ont perdu l'impact qu'elles avaient initialement et sans le mettre sur le nouveau périmètre. Donc là, on a eu des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Et alors, probablement de notre faute aussi sur de l'accompagnement, que ce soit les équipes qu'elles manageaient. Et puis après, derrière, il y a toujours ce sujet. Alors là, je vais rentrer sur une partie un peu tech, mais en gros, on va merger les différentes solutions. Et puis derrière, toutes les connexions vont se faire assez simplement, etc. Même si on a fait des audits techniques, etc. en amont, il s'avère que c'est toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Il s'avère qu'il y a toujours de la dette qu'on n'avait pas imaginée, la dette technique, et que en gros, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis surtout, moi, je parlais de croissance organique, on continue d'investir sur nos sujets initiaux. Et nos équipes sont déjà bien chargées en termes de roadmap. Donc lorsqu'elles voient arriver une nouvelle opération, elles ne sont pas toutes réjouies en mode waouh, super, un nouveau sujet. Ça, oui, elles sont contentes, mais elles savent que ça peut créer de la charge en plus. Donc il faut accompagner ça aussi en interne sur ces sujets qui parfois viennent s'ajouter les uns les autres et voilà, ne pas trop charger la barque. Et justement, là, on est sur la partie intégration finalement, une fois que l'opération, entre guillemets, est faite, mais finalement, c'est que le début d'une nouvelle chose. Et cette partie-là, donc tu as dit, l'important, c'est d'avoir du temps, de la bande passante pour gérer cette intégration. Est-ce que tu as aussi des bonnes pratiques à partager ou des choses, justement, qui n'ont pas... Enfin, sur cette partie intégration de collaborateurs, on disait tout le monde ne doit pas être heureux, finalement, de cette situation où tout le monde n'a pas forcément choisi. Combien de temps ça prend, justement, une intégration comment vous organisez ? On essaie de voir tout le monde de la société rachetée. On essaie de voir tout le monde et les accompagner un peu dans ce moment clé qui est, je dirais, les 100 premiers jours. Et puis après, derrière, une deuxième échéance qui est, je dirais, au bout d'un an. Et où les personnes vont faire le constat de s'inscrire dans le temps ou pas avec nous. À l'issue de quoi, on a à peu près fixé les choses sur qui reste et qui reste pas. Si je prends un exemple, là, les dirigeants, là je vais focuser sur les dirigeants, mais les dirigeants de Joby-Joba sont restés avec nous de 2018 jusqu'à fin 2021, alors qu'ils n'étaient plus du tout loqués par des éléments d'earn-out et autres. Ils auraient très bien pu partir, mais en gros derrière ils sont restés simplement parce que ça fitait avec nous, parce que voilà, ça se passait bien et qu'il y avait des projets intéressants. Et le dirigeant de CQ, par exemple, est parti au bout de 6 mois. Donc vraiment on avait un earn-out très court, et donc là il est parti très rapidement. Donc les choses peuvent être assez différentes en fonction aussi de leurs souhaits personnels. Il faut être prêt à de la certitude finalement quand on fait ça. Il n'y a pas le choix, ouais. Parce que l'élément humain reste un facteur qui est, on ne peut pas capéiser, anticiper tous les mouvements. Donc il faut s'offrir des marges de manœuvre nécessairement. Et puis garder en tête l'objectif, pourquoi on a procédé à ce rachat. Et ensuite, derrière, il y a quand même des compétences clés dans ces entreprises. Et là, il faut savoir quand même bien les entourer et les accompagner. Et justement, en parlant d'humain, comment ça se passe pour toi dans ces opérations qui sont des périodes aussi où il y a de l'incertitude, on ne sait pas si on y va, il y a des négociations. En gros, est-ce que c'est une période où tu vois plus du tout tes proches ? Comment ça se passe justement avec les membres du CODIR ? On parle souvent, et encore plus dans la presse, où on voit les opérations une fois que c'est fini, mais globalement, ce qui nous intéresse là aussi aujourd'hui, c'est finalement la situation de l'autre côté. Donc comment ça se passe pour toi dans ces périodes-là ? Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 4 opérations, on a étudié, alors pas tous aussi profondément, hein, mais en gros c'est 400 pistes, 400 dossiers potentiels. Et en gros sur ces 400, je dirais, il y en a 100 sur lesquels on a vraiment avancé en termes d'études pour en finaliser 4 en bout. Et derrière, lorsqu'on rentre dans le dernier run, effectivement, notre côté, c'est assez chargé parce que on va adresser tous les sujets des audits financiers, techniques, négociations, etc. C'est chargé pour les dirigeants aussi en face. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, une phase de due deal, c'est une bonne machine à laver, en tout cas pour les dirigeants. Derrière, ça secoue un peu parce qu'ils doivent continuer à faire tourner la société, mais en face, derrière, ils ont plein de questions qui leur arrivent sur des choses sur lesquelles ils se sont jamais, des questions auxquelles jamais ils se sont posé cette question-là, donc ils doivent apporter les réponses. Donc on est sur des phases qui peuvent être assez
challenging pour tout le monde. Et puis ensuite, il y a la partie négo qui fait un peu le sel aussi de l'affaire. C'est-à-dire qu'en gros, alors c'est pas une partie de bluff et de poker mentor, mais en tout cas, il y a une partie de valorisation, de savoir si nous sommes les seuls sur le dossier ou pas. Et puis il y a des intermédiaires, que ce soit des banques d'affaires et des conseils qui interviennent aussi et qui vont attiser certains feux en gros pour faire en sorte que faire monter leur côté, leur intérêt, c'est de faire monter le prix aussi. Donc voilà, donc il y a des périodes là qui sont oui stressantes, mais qui sont aussi intéressantes. Et est-ce que justement sur l'opération, peut-être, on sort un peu du côté humain, mais tu peux juste nous rappeler finalement ou rappeler au public comment ça fonctionne, les étapes, les différentes étapes d'une opération, et puis après comment on trouve ses cibles aussi. Juste sur cette partie négociation, un élément important, c'est qu'on est sur une phase où la personne en face joue en gros son investissement humain, ou les personnes en face jouent leur investissement humain des 10 dernières années. Donc on a quelqu'un qui a mis beaucoup d'affect, donc on essaie de rationaliser tout ça. Après, l'objectif, c'est pas du tout de se fâcher, parce que si ça se finalise, on va travailler ensemble. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez subtil, et il s'agit de garder quand même un contact qui soit un contact de qualité. Et ensuite, comment ça se passe? En fait, maintenant, on est sur nos secteurs, en tout cas sur les parties AdTech ou EdTech, on est identifié comme une société qui rachète des sociétés. Donc, on est sollicité pour des dossiers. Parfois, il y a des cibles qui nous intéressent, donc on va les solliciter directement. Il y a des banques d'affaires, des boutiques de M&A qui interviennent, qui sont des boîtes de conseil, qui vont faire en sorte justement d'accompagner les fondateurs dans la vente de leur société. Et puis ensuite, derrière, toute cette phase d'analyse, nous, on le fait en interne, appuyé par le groupe Telegram, qui est l'actionnaire de HelloWork, sur des supports, sur des sujets notamment légaux. Et puis ensuite, on a une société de conseil qui vraiment dans la transaction, la contractualisation, là nous accompagne pour faire le tour de tous les sujets. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails légaux justement, mais tout ce qui est garantie d'actifs passifs, etc. Tous les engagements qu'il va y avoir, les engagements réciproques, pour assurer que la transaction se passe bien et dans tout ce qui a été défini. Donc c'est des choses qui peuvent, entre l'initiation d'un dossier et la clôture, ça prend, on n'arrive pas à faire plus vite en tout cas, ça prend 6 mois minimum. Et la valo, justement, on en a parlé, c'est un vaste sujet. Comment on trouve la bonne valo, ou comment on la définit? Alors la valo, ça a été notamment un gros sujet sur les 2 dernières années, puisque les fonds ont poussé les valos très très haut. Et on n'est pas un fonds, on est un industriel, donc on investit dans un actif. Et notre objectif, c'est pas de sortir 4 ans ou 5 ans après. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout monté, nous, au niveau de valorisation qu'avaient certaines sociétés. Donc on a préféré patienter et puis s'intéresser aux dossiers qui étaient sur des valorisations qui correspondent à nos ratios. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des ratios, mais c'est de notre côté en tout cas un mix de chiffre d'affaires, de l'EBITDA et puis de potentiel, et ensuite sur les années à venir. Donc on est sur des ratios qui sont des ratios de marché, mais qui ne sont pas des ratios de fonds en gros. Et c'est vrai qu'on a parlé en intro, on l'a mis au cœur du plan d'action au pool et donc dans le cadre de la feuille de route. Mais toi, finalement, pourquoi est-ce que tu encouragerais, ou pourquoi tu donnerais envie finalement à d'autres acteurs de l'innovation de s'intéresser finalement à ce modèle de développement pour grandir? Pourquoi tu ferais ça justement? Le retour d'expérience, c'est que nous, on en est certain, 4 ans après, c'est que ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Ça nous a permis d'atteindre cette place de premier acteur privé français dans le secteur du recrutement vis-à-vis de nos concurrents qui sont, en tout cas sur cette partie HRTech, qui sont des acteurs américains, et de défendre cette place. Donc, en gros, on a gagné du temps. On a aussi gagné la diversité de profils. On a enrichi les compétences de nos équipes et nos savoir-faire. Et puis, on s'est créé nous-mêmes un savoir-faire justement sur ces process de rachat. Et là, on vient de lancer un nouveau round avec une enveloppe d'investissement qui est de 50 millions d'euros, à nouveau sur nos fonds propres, pour les 2-3 prochaines années. Périmètre France dans un premier temps, et pour élargir le champ d'action de HelloWork, soutenu par notre actionnaire. Donc on a acquis des compétences, du savoir-faire, et on a gagné du temps. Et créer plus, je dirais, de la diversité au sein du groupe. Termine 5 minutes avant.
Merci David. Je pense que dans cette salle, il y a à la fois des fondateurs qui se posent peut-être la question de comment céder leur boîte, d'autres qui s'interrogent sur le modèle justement de développement en croissance externe, ou d'autres qui s'intéressent tout simplement au sujet général. Donc je pense qu'on peut avoir des bonnes questions dans le public, notamment justement pour toi David. Donc on va passer à une petite phase de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à lever la main et on a la team Web2Day qui va pouvoir passer les micros. On a une question juste devant. Bonjour, Michael. On a vendu notre boîte il y a 1 an et demi. Donc on l'a vécu côté acquis du coup. Et pour nous, ce qui s'est pas hyper bien passé, c'est l'intégration, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de travail sur les synergies. Et je voulais savoir comment vous avez processé toute cette partie-là, l'intégration des équipes et toute la partie post-acquisition. Alors, après, donc je connais pas le sujet, et c'est vrai que parfois il y a des sociétés aussi qui rachètent d'autres sociétés, mais sans volonté finalement d'intégrer, simplement en rachetant l'actif, et voilà. Donc comment on a processé ça? On l'a pas processé. En fait, on l'a pas processé, mais on y passe du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attache à passer du temps avec pas seulement les dirigeants, mais avec les managers, et si possible aussi avec l'ensemble des équipes, pour gérer cette intégration. Dire que c'est une réussite à chaque fois, non, c'est pas le cas. Sur les 4, là, il y a une des sociétés sur lesquelles ça s'est moyennement passé, mais je dirais qu'on a perdu 50% des équipes. Mais aussi parce que c'était je dirais, le fit culturel, justement, on en parlait tout à l'heure. On l'avait perçu, mais en tout cas, il n'y avait pas un fit culturel suffisant. Et bah, ça s'est traduit par le fait qu'on a 50% des équipes qui sont parties au bout de 2 ans, enfin au fil de l'eau. Ce qui n'est pas le cas sur le dernier rachat, où là, on a des collaborateurs qui sont complètement engagés. Donc le processer, je dirais que c'est pas le cas. Après derrière, c'est bien savoir quelle est la finalité des personnes qui vous rachètent. Et en gros, quelle est la finalité passe aussi par peut-être voir les précédentes opérations qu'ils ont faites, s'ils en ont faites, et regarder où en sont les fondateurs, où en sont les équipes dans ces précédents rachats. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, pour les dirigeants d'entreprise, c'est quand même un truc qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est le temps que vous allez y passer. Si vous mettez dans ce dispositif-là, ça prend beaucoup de temps, mais ça reste un exercice qui, nous, 4 ans après, on en tire une conclusion très positive, d'y avoir à la fois passé ce temps et d'y avoir mis ces investissements-là. Et puis il y a un point qui me semble important, et ça fait écho à la question sur l'intégration, c'est aussi la mobilisation aussi du CODIR. Et ça, quand on a échangé justement, tu me disais ça, vous mobilisez en interne aussi pour préparer les équipes aussi à ce qui va se passer dans le futur. Et ça, c'est quand même hyper important. Oui, il faut embarquer tous les membres du CODIR, la direction produit, technique, DRH naturellement, la DAF, enfin en gros, toutes les équipes doivent être prêtes et prête à accueillir les nouveaux et s'engager aussi dans cet accueil et dans cet accompagnement. On a une autre question. Bonjour. Moi, j'aurais une question sur les collaborateurs qui étaient déjà chez Hello Work. Comment ils ont vécu en fait ces rapprochements? Ils n'ont pas eu peur au niveau de leur emploi ou de leur perspective d'évolution à eux en interne? Alors, je crois pas du tout. On n'a jamais procédé à des rachats pour des questions de synergie où on se dit qu'il y a une personne plus une personne et donc il y en a une personne dont on va se séparer. On l'a jamais procédé de cette façon-là. Et on est surtout pas sur pas mal de solutions qui sont des choses complémentaires. Donc ça vient pas prendre la place de quelqu'un. Donc ça s'est très peu posé. On n'est vraiment pas sur du rachat purement financier. Nos ratios sont pas des ratios purement financiers, mais il y a des visions produits, marchés et autres qui drivent avant les éléments financiers. Bonjour, merci pour la présentation. Comment on prépare ces équipes internes à travailler avec d'autres boîtes extérieures pour que justement elles les accueillent aussi correctement et qu'on ait des synergies qui se font entre des boîtes qui ont des différentes cultures? Ça passe par du temps de la part de nos managers à nous aussi. C'est-à-dire qu'en gros, des meetings
que dans un premier temps, alors c'est pas qu'on les impose, mais qu'on pose là dans les agendas, que ce soit du côté du management commercial avec les équipes commerciales, market, tech, product, etc. Des rencontres physiques et puis aussi plein d'informels. On reste breton par nature, donc on aime plutôt bien l'apéro. Donc en gros, c'est un truc qu'on fait assez rapidement pour que tout le monde se rencontre autour d'un ou plusieurs verres et faire en sorte que voilà qu'il y ait d'autres rencontres qui se passent et puis que ça redescende surtout d'un cran. Surtout que ça ne passe. Enfin, la réussite, c'est que lorsque ça ne passe plus par nous, mais que ça se passe directement entre les différentes équipes de management et on est là pour, en tout cas avec Jérôme, pour mettre de l'huile dans les rouages. Donc en gros, pour essayer de simplifier les choses dès qu'il y a de la friction, essayer de faire en sorte que ça soit plus simple, voilà, et d'éviter ces petites frictions et de solutionner les problèmes en tout cas tant qu'on y arrive. Il n'y a pas de process, mais il y a plein de bonnes pratiques en interne pour que ça se passe bien finalement et du temps consacré pour ça, quoi. Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion.